Pour asseoir sa domination commerciale, la Chine façonne actuellement un canal titanesque. Imaginez un peu. Nous parlons d'une artère stratégique capable d'acheminer en un an plus de fret que le canal de Panama durant toute sa première décennie d'exploitation. 134 km de voies navigables arrachées à la roche en un temps record. Des cargos chargés de 5000 tonnes de charbon, d'acier ou de ciment vont fendre des terres autrefois arides. Cette offensive logistique n'est plus un simple projet théorique enfoui dans les tiroirs de Pékin. Le chantier bat son plein dans le sud du pays. Son ouverture va redéfinir la connectivité d'un vaste espace économique avec l'Occident. Mais au-delà du gigantisme, c'est l'impact sur la carte du monde qui frappe les esprits. L'enjeu réside dans cette démonstration de force logistique et ses répercussions pour les puissances rivales qui l'observent. Si cette analyse géopolitique vous passionne, laissez un pouce bleu, car ces recherches approfondies exigent un investissement colossal. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce bras de fer, car l'histoire s'accélère. Ensemble, nous allons décrypter la crise logistique souterraine que Pékin dissimule aux yeux du monde. Nous explorerons les origines impériales de cette ambition, l'ingénierie souterraine hors norme déployée sur le terrain, et le bouleversement majeur qu'éprouvera le fret international dès l'ouverture des vannes. Restez avec nous pour repenser entièrement votre vision de la cartographie des flux maritimes mondiaux. Pour comprendre la stratégie de Pékin, il faut d'abord analyser une faille géopolitique majeure dont personne ne parle. Et cette réalité s'impose d'elle-même. Si la Chine tire sa force de son immense territoire continental, ce gigantisme géographique s'avère être un redoutable piège logistique. Le cœur industriel de l'arrière-pays est si enclavé que rallier le littoral prend plus de temps que de traverser l'Europe de part en part. Des provinces majeures comme le Sichuan, le Guizhou ou le Yunnan ne sont pas de paisibles campagnes. Ce sont de véritables poumons industriels, exportant du charbon, de l'acier ou de la chimie lourde en flux continu. Mais cette puissance de feu doit impérativement trouver un chemin vers l'extérieur. L'objectif ultime est d'inonder les marchés mondiaux depuis un terminal portuaire. Malheureusement, la mer la plus proche se situe à plus de 1000 km de ces hubs de production. Réfléchissez-y un instant. Chaque site de production doit financer un transit routier épuisant, comparable à un aller-retour Paris-Marseille, rien que pour entrevoir l'océan. C'est l'enfer quotidien de millions de tonnes de fret exportées chaque année. Les autoroutes saturent, les réseaux ferrés étouffent sous la demande, et chaque kilomètre terrestre supplémentaire grève l'économie nationale en carburant perdu et en délai de livraison interminable. Prenez une aciérie installée au Sichuan. Elle produit un acier d'excellente qualité à un tarif hautement compétitif. Pourtant, après un interminable périple routier vers le rivage, les coûts logistiques asphyxient sa marge, rendant toute rivalité avec les usines côtières tout simplement impossible. Et ce fardeau structurel ne pèse pas sur un acteur isolé, mais sur des milliers de complexes industriels luttant quotidiennement pour leur survie économique au cœur des terres. Quand un exploitant du Guizhou expédie son charbon, son chargement s'engloutit sur des autoroutes saturées. Au moment où la marchandise arrive à quai, les coûts cumulés dépassent largement les limites de rentabilité tolérables. Le client final paie plus cher, le fournisseur s'asphyxie financièrement et l'avantage compétitif s'évapore en route. Ce goulot d'étranglement invisible handicape l'économie de provinces entières depuis des générations. Des millions de travailleurs qualifiés restent exclus des grands flux d'échanges, prisonniers de territoires riches en ressources mais géographiquement isolés des débouchés maritimes mondiaux. Les industriels ont optimisé leurs flux, mais le transport routier bute désormais sur des limites structurelles incontournables. Le réseau routier ne peut tout simplement plus soutenir une telle charge de fret. Face à cette impasse, Pékin a refusé la fuite en avant routière pour réinvestir la puissance géopolitique des fleuves. Pour saisir la pertinence de ce choix stratégique, un bref retour historique s'impose. Cette doctrine logistique est bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. En réalité, pour mesurer l'audace de ce plan, sachez que l'Empire du Milieu n'avait pas conçu d'infrastructure fluviale d'une telle envergure depuis plus de 1000 ans. Cette décision s'explique par la priorité absolue donnée aux rails et aux réseaux routiers dans les années 1900. Pour retrouver une telle volonté d'aménagement territorial, il faut remonter aux dynasties Sui et Tang avec le creusement du légendaire Grand Canal. Cet axe géostratégique de plus de 1700 km unissait les greniers agricoles méridionaux aux capitales du Nord, voyant fleurir de métropoles marchandes le long de son tracé. Des volumes d'échanges inédits sont devenus quotidiens, ancrant des territoires isolés au cœur du dispositif économique impérial. Ce canal n'acheminait pas seulement des denrées, il scellait l'unité politique du pays.
L'ère industrielle, avec ses machines à vapeur et ses voies ferrées rapides, a brutalement relégué la navigation fluviale au rang d'antiquité logistique obsolète. Durant des siècles, aucun aménagement territorial n'a égalé l'envergure du Grand Canal. La Chine a longtemps donné la priorité absolue au bitume, et ses planificateurs stratégiques ont dû se rendre à une vérité économique immuable. Le transport par voie d'eau reste le levier le plus économique pour projeter le fret lourd à grande distance. Une seule péniche peut déplacer la cargaison de dizaines de camions en consommant infiniment moins. Une unique voie fluviale offre une capacité de transit annuelle bien supérieure à celle d'un axe autoroutier. Sans saturation, sans dégradation matérielle et loin de la volatilité des marchés de l'énergie. Cette règle économique s'avère intemporelle. Seuls nos outils de souveraineté ont évolué. Pékin ne regarde pas vers le passé, mais consolide sa puissance de projection future. En ressuscitant cette méthode ancestrale, le pouvoir y intègre désormais la robotique, la régulation automatisée et une ingénierie de précision que les architectes impériaux n'auraient pu concevoir. Guidage satellitaire des excavatrices, surveillance hydrique numérisée de bout en bout et suivi algorithmique en temps réel de chaque navire, si le principe général est ancestral, son exécution actuelle représente une véritable démonstration de souveraineté technologique. Cette arme logistique majeure se nomme le canal de Pinglu. Ce qui s'opère aujourd'hui dans la province du Guangxi est un tour de force d'aménagement du territoire. Analysons ensemble cette révolution logistique. Décryptons la réalité physique de ce chantier colossal, tant sa démesure géographique donne le vertige. Cette nouvelle artère de transit prend sa source au réservoir de Xin, dans la province stratégique du Guangxi. De ce point, il parcourt 134 km pour se greffer au fleuve Xizang, ouvrant une voie royale vers le golfe du Tonkin et la mer de Chine méridionale. Ce débouché est crucial. Désormais, l'arrière-pays industriel dispose d'une ligne directe vers l'océan mondial. C'en est fini des coûteux détours terrestres et des goulots des tremblements logistiques des grands ports saturés de l'Est. Le tracé affonde des reliefs montagneux abrupts et d'immenses barrières géologiques. Ce défi physique colossal a mobilisé les meilleurs planificateurs. Comment hisser un mastodonte des mers de 5000 tonnes? La réponse réside dans l'utilisation d'écluses monumentales, sorte d'ascenseurs hydrauliques géants. Un cargo s'engage dans un bassin étanche, les vannes se referment et le flux d'eau soulève la structure pour franchir le relief. Dès que le niveau requis est stabilisé, les barrières s'abaissent pour libérer le navire. Si le concept paraît élémentaire, ériger ces ouvrages d'art à une telle échelle relève d'une prouesse technique inédite. L'infrastructure en intègre 3. L'écluse de Tian, la plus monumentale du complexe, s'impose comme le plus vaste système d'économie d'eau de la planète. Sa structure permet de soulever des tonnages massifs tout en préservant la ressource hydrique par recyclage. Ce procédé de recyclage n'est pas un artifice écologique, mais un impératif géopolitique interne. Le Guangxi subit de sévères périodes de sécheresse, et les populations dépendent strictement des nappes phréatiques que le canal exploite. Une écluse traditionnelle dissipe des millions de litres à chaque ouverture. Celle de Tian vise le zéro perte, une prouesse de gestion hydraulique qui redéfinit les standards mondiaux du génie civil. Observons maintenant l'ampleur globale de l'aménagement. Le tracé recoupe et enjambe plus de 90 ponts érigés au-dessus du canal. Sur plus de 40 km, les équipes doivent pulvériser la roche pure pour forger un chenal sécurisé adapté au gabarit des navires lourds. Dans certains secteurs stratégiques, les pelleteuses extraient jusqu'à 13 millions de mètres cubes de terre. Pour appréhender l'échelle d'un tel terrassement, ce volume excavé équivaut à remplir plus de 5000 piscines olympiques. Alignés bout à bout, ces bassins s'étireraient sur une distance démesurée de plus de 25 km. Des milliers d'ouvriers se relaient sans interruption pendant que les engins de forage façonnent les berges. Ces parois sont blindées de revêtements haute résistance pour pérenniser l'ouvrage et garantir sa fluidité opérationnelle pour les décennies à venir. Regardons de plus près. Des systèmes automatisés gèrent le débit sur tout le canal, ajustant les flux en temps réel sans aucune intervention humaine. Chaque navire entrant sera suivi par une plateforme logistique intelligente capable de détecter et de signaler les goulots d'étranglement potentiels avant qu'ils ne bloquent le trafic. Les travaux ont débuté en août 2023. Avec un budget d'environ 10 milliards de dollars, l'achèvement est prévu pour 2026. Un tel chantier d'ingénierie navale, bouclé en seulement 3 ans, relève de la prouesse stratégique. À titre de comparaison, le canal de Panama a exigé 10 ans de travaux, s'imposant alors comme un monument de l'ingénierie mondiale. Le canal de Pinglu veut relever ce défi en 3 fois moins de temps.
s'appuyant sur des technologies alors inexistantes. Cette prouesse technologique n'est qu'un début. L'impact géostratégique de ce nouveau corridor fluvial va profondément redessiner les flux commerciaux de la région. Dès l'ouverture des vannes de Pinglu, le coût du transport des marchandises s'effondrera instantanément à travers tout le sud du pays. Le fret fluvial consomme 1/5 du carburant requis par la route. 1/5 seulement. Chaque tonne de charbon ou d'acier déviée des autoroutes vers ce corridor génère une baisse immédiate des coûts opérationnels. Si l'on projette cette économie sur 95 millions de tonnes de fret annuelles, soit la capacité attendue du canal, c'est toute la structure économique régionale qui s'en trouve profondément consolidée. Pour mesurer l'ampleur stratégique de ces 95 millions de tonnes, imaginez 950 000 wagons de marchandises circulant sur 12 mois. C'est plus du double du transit initial du canal de Panama. En une seule année, cette voie absorbera un volume de fret qu'il aurait fallu 10 ans au célèbre canal centraméricain pour traiter à ses débuts. Les métropoles intérieures anticipent déjà ce séisme logistique. Liuzhou et Nanning, pôles majeurs du Guangxi, multiplient les zones franches, les parcs industriels et les plateformes multimodales directement connectées au futur canal. Autrefois isolées des grandes routes maritimes mondiales, ces zones industrielles vont devenir des plaques tournantes incontournables au cœur d'un corridor d'exportation stratégique du sud de la Chine. Cette connexion directe vers les marchés extérieurs redéfinit la donne. À l'embouchure, les complexes portuaires du golfe du Beibu connaissent déjà une expansion fulgurante pour absorber ces flux. Qinzhou, Fengchenggang et Beihai n'étaient que des ports secondaires. L'arrivée imminente de millions de tonnes de fret de l'hinterland impose aujourd'hui une restructuration industrielle et urbaine massive de ces terminaux maritimes. Des quais modernes s'élèvent, des entrepôts géants surgissent et les liaisons internationales s'accélèrent. Ces ports de second rang se positionnent discrètement pour devenir de véritables hubs de la mondialisation. Au-delà de l'économie, l'enjeu est hautement souverain. Actuellement, la quasi-totalité des exportations chinoises transite par une poignée de mégaports situés sur la façade maritime orientale. Shanghai, Shenzhen et Guangzhou concentrent l'essentiel du commerce national. Le moindre blocage dans ces zones, qu'il s'agisse de tempêtes, de saturation ou de tensions géopolitiques, paralyse immédiatement l'ensemble de la chaîne logistique interne. Le canal de Pinglu offre un débouché alternatif totalement indépendant de la côte Est. C'est une soupape de sécurité logistique qui renforce la résilience de l'appareil productif face aux incertitudes mondiales. Ce projet s'intègre dans le corridor de commerce terre-mer, une stratégie d'État connectant rails, routes et fleuves pour projeter l'arrière-pays chinois directement vers l'Asie du Sud-Est et l'international. Le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie deviennent ainsi des marchés de proximité. Pour les usines du Sichuan ou du Guizhou, cette route garantit des exportations vers l'ASEAN à des coûts et des délais ultra compétitifs. Pinglu dépasse le cadre d'un simple canal. Il constitue le maillon central d'un vaste réseau d'intégration économique régionale. Posons-nous la question. Ce tableau idéal cache-t-il des arbitrages douloureux? Une infrastructure de cette envergure bouleverse inévitablement la géographie humaine et les populations locales. Des milliers de familles sur le tracé ont été relogées. Par endroits, des communautés et des villages entiers ont dû être évacués. Malgré les indemnisations de l'État, le déracinement reste profond pour les anciens de ces communautés historiques, pour qui aucune compensation financière ne saurait effacer la perte de leurs racines. Ces terres ancestrales et ces foyers bâtis sur des générations n'ont pas de prix. Leurs histoires incarnent le coût social réel de ce projet et méritent d'être rappelées face aux exploits techniques de l'État. Écologiquement, la voie d'eau fracture des zones humides, des forêts et des terres agricoles abritant un écosystème riche en biodiversité animale et végétale. Pour limiter cette fragmentation, des corridors écologiques ont été intégrés au tracé. Parallèlement, des capteurs surveillent en continu la qualité de l'eau et la santé de la biomasse environnante. Des bassins de décantation freinent l'érosion des sols vers les rivières. Cependant, les experts rappellent que ces grands aménagements hydrauliques génèrent des perturbations systémiques complexes, difficiles à modéliser à l'avance. Nappes phréatiques, crues saisonnières et biodiversité locale vont subir d'importantes mutations structurelles dues à l'apparition de cette artère artificielle majeure dans la région. Alimenté par un réservoir amont, le canal pourrait, en période de sécheresse, menacer l'irrigation agricole et l'approvisionnement en eau potable des populations locales. Bien que les ingénieurs d'État prévoient des bassins de dérivation d'urgence, l'instabilité climatique mondiale grandissante imposera un suivi technique et environnemental de la ressource en eau à long terme, bien après le départ des équipes de construction.
Reste à savoir si cette infrastructure stratégique atteindra rapidement sa pleine rentabilité après sa mise en service. Les grands projets tournent parfois à vide au début, le temps que les armateurs déviennent leur flotte et que les industries locales réorganisent leur chaîne d'approvisionnement globale. De plus, les ports doivent être immédiatement prêts à absorber ces vagues de fret. Sans cette synchronisation opérationnelle, les retombées macroéconomiques réelles tarderont à se concrétiser. Ces obstacles sont inhérents aux chantiers d'envergure historique. Redessiner les routes commerciales mondiales et désenclaver des territoires entiers exigent des investissements et des risques majeurs. Pinglu ambitionne un bouleversement inédit en Chine depuis plus d'un millénaire. Les défis logistiques et environnementaux soulevés ne doivent pas occulter la dimension géopolitique colossale de cette réalisation. C'est pourquoi nous devons observer attentivement ce déploiement. Car l'impact de Pinglu dépasse désormais largement les frontières de l'Empire du Milieu. Pékin n'est pas seul face à ce défi. L'Inde, avec ses zones manufacturières de l'Hinterland, se heurte précisément aux mêmes barrières logistiques d'accès à l'océan. Le Brésil souffre aussi de cet éloignement, sa puissance agricole et industrielle devant surmonter de coûteuses liaisons terrestres pour acheminer sa production vers ses ports. De l'Afrique centrale à l'Amérique latine, l'équation demeure identique. Des zones de production dynamique d'un côté, des façades maritimes de l'autre, et des milliers de kilomètres de réseaux routiers lents et onéreux pour faire la jonction. Pour ces nations, Pinglu est une démonstration géostratégique majeure. La preuve qu'un État souverain peut s'affranchir des contraintes de sa propre géographie. En planifiant sur le long terme, l'ingénierie moderne surmonte l'absence de voies naturelles. L'eau reste historiquement le vecteur de transport de fret le plus efficace pour projeter des marchandises lourdes. Cette constante logistique ne varie pas. Ce qui change, c'est notre capacité technologique à canaliser et optimiser ces flux hydriques à un niveau de précision industrielle jamais atteint auparavant. Écluse à recyclage d'eau suivi du fret en temps réel sur 134 km de canal artificiel, et structures renforcées pour garantir des décennies d'exploitation intensive sans faillir. Des systèmes satellitaires guident des engins de chantier à travers la roche avec une précision centimétrique. Le canal de Pinglu matérialise cette prouesse technologique. 134 km d'une voie navigable artificielle taillée dans la roche pour relier les usines à l'océan et l'arrière-pays aux marchés mondiaux. Dès son ouverture en 2026, cette infrastructure ne sera pas qu'un exploit technique. Elle posera un véritable défi géopolitique aux puissances rivales. Les territoires enclavés n'ont plus à subir leur isolement géographique. Les industries éloignées des côtes peuvent enfin s'affranchir des surcoûts logistiques qui pénalisent leur compétitivité. Cette barrière invisible est en train de s'effondrer. En ce moment même, dans le sud de la Chine, des milliers d'ouvriers redessinent la carte du commerce mondial, mètre cube après mètre cube. Si cette analyse stratégique vous a captivé, soutenez notre travail avec un pouce bleu et abonnez-vous. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes géopolitiques. À votre avis, d'autres nations devraient-elles privilégier ces canaux intérieurs pour optimiser leur logistique? Ou le rail et la route restent-ils des investissements plus viables? Partagez vos réflexions en commentaire. Nous lisons chaque retour.